Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la loi travail qui n'en finit plus de provoquer des convulsions à gauche. En ayant de nouveau recours au 49.3, Manuel Valls veut clore le feuilleton autour de ce texte. Mais la tension au sein de son camp va grandissante. Alors quelle suite à présent? Le débat politique dans quelques instants. Je ne me sens ni suffisamment armé, ni suffisamment aguerri pour endosser l'habit de l'homme providentiel. Nicolas Hulot ne sera pas candidat en vue de 2017 après avoir laissé planer le doute. Le candidat malheureux à la primaire écologiste de 2011 a finalement décidé de ne pas se lancer. Les raisons et les conséquences de ce choix analysées ce soir. 7 mois après les attentats du 13 novembre, le rapport d'une commission d'enquête parlementaire conclut qu'il n'y a pas eu de gros ratés dans la gestion des attaques, mais les parlementaires pointent un échec global du renseignement. Les détails dans ce journal. Enfin, 79,6% de reçus au premier coup. Le taux de réussite au baccalauréat progresse encore. L'occasion pour nous ce soir de parler de cette étape du bac et surtout de la suite. Quelles études, quelles filières, comment mieux se préparer et surtout accéder ou tenter d'accéder au premier emploi. Parole de jeunes sur un sujet qui les concerne au premier chef. C'est tout à l'heure. Voilà pour le programme, merci de votre fidélité, vos questions, puis vos réactions avec notre hashtag OVPL. Et tout de suite, c'est le journal avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Sans surprise, une deuxième fois, Manuel Valls utilise le 49.3. Tout à l'heure, devant les députés, il a une fois de plus affiché sa fermeté en engageant la responsabilité de son gouvernement sur le projet de loi travail. Pour lui, ce texte est un texte de progrès social. Il dit vouloir combattre les conservatismes, qu'ils soient de gauche ou de droite. On écoute le Premier ministre. Nous constatons une alliance des contraires, une alliance des conservatismes et des immobilismes. Cette alliance, c'est celle de ceux qui ne veulent rien changer et qui, au fond, se satisfont du marché du travail tel qu'il est. Et ce pays s'est trop habitué à un chômage de masse depuis 30 ans pour qu'on n'agisse plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous agissons. Le chômage baisse dans ce pays et avec ces lois, nous permettrons de donner davantage de souplesse et davantage de chance aux salariés de ce pays. Les opposants de gauche à ce texte ont jusqu'à demain 15h15 pour déposer une motion de censure. Il leur faut réunir 58 signatures de députés, sans quoi le texte sera définitivement adopté. Et pendant ce temps, dans la rue, 12e mobilisation contre cette loi. Les cortèges étaient moins fournis et les manifestants ont défilé dans le calme. 30 000 selon les autorités un peu partout en France. C'était la dernière journée d'action avant la coupure estivale. Il n'y a pas eu de gros ratés, mais la France n'est pas à la hauteur face à la menace terroriste. C'est la conclusion de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris en 2015. Commission qui livre 39 propositions pour mieux réagir face au terrorisme, notamment celle d'une refonte des services de renseignement. On voit ça avec Faustine Saint-Geniès. Des dysfonctionnements dans les renseignements, c'est ce que met en lumière la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le terrorisme. Si les services de renseignement avaient jusqu'au bout surveillé ces individus de manière beaucoup plus stricte, nous n'aurions eu ni Ami Moore, ni Mostefai, ni Mohamed Agad. La commission présente aujourd'hui ses propositions, avec la création d'une agence nationale contre le terrorisme sur le modèle américain, ou encore la fusion des unités d'intervention d'élite, GIGN, BRI et RAID, pour mettre fin aux rivalités entre ces groupes. Le rapport préconise aussi l'unification des services territoriaux. Autre proposition, la création d'un bureau du renseignement pénitentiaire face au phénomène de radicalisation dans les prisons françaises. Une mesure déjà demandée par le sénateur Jean-Pierre Sueur dans son rapport sur la lutte contre les réseaux djihadistes. J'ai toujours demandé que ce service soit doté d'agences spécialisées dans le renseignement. Voyez-vous, on ne peut pas transformer des gardiens de prison, des surveillants pénitentiaires qui font un métier difficile, en agents de renseignement. Le rapport pointe enfin la portée limitée de l'état d'urgence et de l'opération Sentinelle sur la sécurité nationale. Michel Néré condamné à 30 mois de prison ferme. C'est la fin du parcours judiciaire pour l'ex numéro 2 de la PJ de Lyon. Michel Néré est condamné pour corruption, pour avoir fourni des informations confidentielles à des indiques. Il ne fera pas appel. Le super flic déchu ne retournera pas non plus en prison car sa peine est aménageable. On revient maintenant sur le passage en force gouvernemental sur la loi travail. Deuxième utilisation du 49.3 par Manuel Valls sur ce texte. C'est notre premier débat ce soir.
Oui, des mois de contestation dans la rue, des convulsions qui traversent la gauche, un climat de tension qui s'est installé avec un tel décor. Eh bien, l'exécutif veut fermer la parenthèse de la loi travail et c'est de nouveau l'outil, l'arme du 49.3, arme constitutionnelle bien sûr, qui est utilisée. Alors va-t-on enfin vers la fin du feuilleton et quelle trace aura laissé ce projet sur le paysage politique, syndical et social? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, retour sur cette journée placée sous le signe du 49.3 avec Flora Sauvage. Une nouvelle fois, c'est le passage en force. Face aux députés, le Premier ministre Manuel Valls dégaine l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, sous les huées d'une partie de l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé, après la délibération du Conseil des ministres du 10 mai, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Ainsi, l'utilisation du 49.3 permet d'adopter le projet de loi travail sans avoir recours au vote des députés. À gauche, la contestation continue dans la rue. C'était la 12e journée de mobilisation contre la loi travail. 49.3, ça montre que le gouvernement et surtout le Premier ministre est à l'aise pour faire passer sa loi. Il n'a pas l'opinion publique avec lui, il n'a pas la majorité des syndicats avec lui et il n'a pas de majorité à l'Assemblée pour faire passer sa loi. Une fois de plus, c'est un passage en force. Le projet de loi El Khomri sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures est votée par l'Assemblée nationale. Et on en parle avec nos invités. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin, secrétaire nationale du parti et porte-parole de la campagne d'Alain Juppé. En face de vous, François Patriat, bonsoir. Bonsoir. Sénateur socialiste de Côte-d'Or. Nous accompagne également Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Coordinateur politique du Parti de gauche. Et avec nous ce soir, Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Alors, madame, messieurs, pour tenter de justifier l'utilisation du 49.3, de nouveau, le Premier ministre, on l'a écouté tout à l'heure, a dénoncé, Fabienne Keller, Éric Coquerel, l'alliance des conservatismes, dit-il, et des immobilismes. Ça vous fait déjà sourire, Éric Coquerel. Il vous place, j'allais dire, dans le même sac ou dans le même camp de ceux qui ne veulent pas bouger. Ouais, il ose tout, quoi. Bon, pour vos téléspectateurs, je ne vais pas longtemps parler de ça, mais il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et de voir les déclarations de Manuel Valls, de François Hollande quand ils étaient en opposition par rapport à l'utilisation du 49.3 pour comprendre à quel point, je veux dire, aujourd'hui, ils sont la propre contradiction de ce qu'ils disaient. Bien, le 49.3, ça fait 3 fois maintenant qu'on l'utilise depuis le début de l'année, à chaque fois sur des lois qui n'ont aucune majorité. Elles n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais elles n'ont pas, on le voit bien aussi dans l'opinion, elles n'ont pas de majorité. La loi travail est refusée par tout le monde. Donc moi, j'aurais tendance à dire que plus un gouvernement est minoritaire, et ce gouvernement est ultra minoritaire, plus il a besoin de policiers dans la rue pour essayer justement de juguler les manifestations, et plus il utilise le 49.3. Donc la solution maintenant, il y a des députés qui ont été élus pour un tout autre programme, je parle des députés socialistes, ils ont les députés du Front de gauche à disposition, il faut qu'il y ait une notion de censure pour en finir avec un gouvernement qui fait mal au pays, mal démocratiquement, mal socialement. François Patriat, mais Fabienne Keller, sur la motion de censure, la droite ne va pas s'y associer. Ça veut dire aussi que vous voulez la fin du feuilleton à présent? On a vu combien le gouvernement était au fond déboussolé. Il a changé d'opinion en présentant le texte initial, avec lequel on était plutôt d'accord. Puis il a tenté de négocier. Mais cette incertitude a eu des conséquences terribles. Non seulement ça a empêché d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, mais ça a mis la rue à feu et à sang. On se souvient des épisodes dramatiques. Heureusement, maintenant, les manifestations sont moins nombreuses. Enfin, il y a moins de participants. Elles sont un peu mieux contrôlées, semble-t-il. Mais il y a eu quand même une période d'incroyable tension française. Donc, cette absence totale de maîtrise, au risque de déstabiliser le pays, est quelque part totalement irresponsable. On a un gouvernement faible. Pourquoi vous le dites en regardant Éric Coquerel, pardonnez-moi, et pas François Patriat? Je le regarde parce qu'il me regarde. Non, mais je suis d'accord, mais est-ce que vous vous adressez... à qui vous faites porter cette responsabilité? C'est ça ma question. C'est le gouvernement. C'est plutôt la majorité socialiste et vert qui dirige mais ils ne sont pas responsables de la tension dans la rue. De gauche. Le gouvernement C'est une question. Ils ont créé une situation, un rapport de force avec les syndicats qui a créé une situation de tension. Et puis on a vu des débordements s'opérer physiquement. Le gouvernement toujours dans l'hésitation. Il y a eu plusieurs épisodes extrêmement, rappelez-vous les 2 policiers dans leur voiture, puis la manifestation elle-même. Donc une absence de maîtrise, une absence d'État présent
pour fixer les règles de la négociation parlementaire d'une part, mais après aussi maintenir l'ordre, se faire respecter. François Patria, quel procès? J'allais dire, la parole est à, Alors le est à vous, 49.3, défendez-vous. est-ce une surprise? Non. Est-ce nécessaire? Oui. Parce qu'il me semble qu'autour de ce texte de loi, certes mal engagé par le gouvernement, je vous le reconnais, aujourd'hui certes dénaturé pour ce qui me concerne, je le reconnais aussi, mais dont il reste encore quelques principes qui permettent de déverrouiller ce pays, longtemps arc-bouté sur ses immobilismes, d'avancer un peu, pas assez à mon gré, je vous le reconnais, mais qui quand même marque des avancées et pour les entreprises et pour les travailleurs, en termes de protection, en termes de carrière, et pour les entreprises en termes de visibilité. Ce texte de loi, voilà maintenant 5 mois qu'on en parle. Faut-il en sortir? Les Français le pensent, oui. Faut-il continuer aujourd'hui à palabrer inutilement avec des gens qui, quoi qu'il arrive, veulent un recul permanent et ne voudront jamais du texte Patria, en vous avez état. remarqué que les Je ne vous ai pas Français... interrompu. Non, mais juste Non, mais je vous ai pas pour interrompu. permettre Non, de dialoguer, je vous avez vous ai pas remarqué que les interrompu. Français demandent son Les retrait, Français, majoritairement. là, on ne voit pas les mêmes Français, parce que moi, les Je sais Français pas, que je vois dans le regardez les territoire études. C'est bourguignon, pour ça que nous avons un aujourd'hui, ils me disent sondeur avec nous sur avancez. ce plateau Ils qui me va disent nous dire quelle est la avancez. situation. vous voyez pas Avancez. les sondages. Attendez, aujourd'hui, moi je sais que la France, quand vous interrogez les Français, faut-il réformer ce pays? Oui. Faut-il des réformes qui débloquent et qui déverrouillent ce pays? Oui. Que mettons Faut-il dans le prendre mot en réforme? compte la On ne sait pas. mondialisation? Oui. Jean-Daniel Faut-il Lévy. être refermé sur soi, défendre le souverainisme et défendre des avantages acquis en permanence? Non. Vous savez que Donc vous n'avez voilà. pas été élu Moi, pour je ça, n'ai pas- monsieur. Est-ce moi, que vous savez que vous n'avez pas été moi, élu pour je ça? sais pourquoi Ça j'ai n'a pas été été élu. votre mandat que Moi, vous avez j'ai présenté été en élu. 2012. Vous n'avez pas voté pour moi, donc vous ne savez pas pour qui j'étais Au élu. deuxième tour, nous Donc, avons très appelé bien. à voter Vous n'avez François pas Hollande, voté je vous pour moi. rappelle. Très Est-ce que bien. vous savez que vous n'avez pas été Vous élu avez pour voté. ça? Non, Ce que mais vous ce présentez du discours- programme de M. Juppé, vous n'avez pas été élu pour ça. Vous êtes sans Non, mais doute vous êtes un bon d'accord avec ça défendeur ou de pas vos thèses, mais vous êtes D'accord. un peu quand même maladroit en essayant de Mais m'interrompre. oui, il y a plein de gens qui Attendez. trouvent Et qu'en pensent Très les bien. Français, Voilà, Jean-Daniel donc- Lévy? Non, mais- Est-ce que François Patria a raison quand il dit que les Français eh bien, éprouvent une certaine lassitude vis-à-vis de cette longue séquence, ce feuilleton de 4 mois? Oui, il y a une lassitude, il y a surtout une incompréhension en fait de la manière dont cette loi a été proposée et de ce qui pouvait en fait amener à pouvoir être présenté à l'Assemblée nationale. Pour faire vite, la perception que d'une manière générale, ce n'était pas une loi qu'il pouvait étiqueter comme étant une loi de gauche. Et la manière dont elle a été perçue et la manière dont elle a été présentée au début, c'était plutôt le sentiment qu'il y avait une forme de déséquilibre entre, pour faire vite et de manière un peu schématique, le patronat d'un côté, le salariat de l'autre, et avec la perception que d'une manière générale, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient offerts à des formes de souplesse au sein de l'entreprise et pas forcément de protection au sein des salariés. Donc, le mouvement était un mouvement assez clair de critique et d'interrogation. Aujourd'hui, même quand on interroge les sympathisants socialistes, bien là, je serais tenté de dire uniquement 1 sur 2 qui déclarent être favorable à la loi travail, et le reste, aujourd'hui, est opposé ou critique. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est qu'on est plus d'ailleurs sur un débat sur les valeurs qu'un débat sur l'efficacité. Et que même ceux qui aujourd'hui vont défendre la loi travail ou ceux qui vont être critiques à l'égard de la loi travail vont pas être forcément autour de l'idée est-ce que ça va offrir un plus grand dynamisme économique, est-ce que ça va offrir plus de création d'emplois, est-ce que ça va offrir une capacité pour les entreprises à pouvoir s'adapter pour par la suite éventuellement rebondir, qui sont des arguments Non, est-ce qui ont que c'est été une loi exposés. C'est gauche, aujourd'hui, d'essence est-ce de que gauche c'est ou de droite? absolument, et aujourd'hui quand on interroge les sympathisants de gauche, il y a ce regard qui est un regard interrogatif, pour pas dire plus, à l'égard justement de cette Vous réagirez, François Patria. Mais Éric Coquerel, vous avez dit que là, il faut qu'il y ait une motion de censure contre un gouvernement qui fait mal au pays. Mais honnêtement, est-ce que vous n'êtes pas vous-même dans la posture? Quelles sont les chances, dites-nous, concrètement, que cette motion de censure de gauche passe? Un Je ne sais pourcentage. pas, d'après les Vous le savez. Non, je ne suis pas spécialiste des frondeurs, je ne suis pas dans les rangs du Parti socialiste, mais ce que j'ai entendu, c'est que certains frondeurs estiment qu'ils vont essayer de mobiliser. Je vous avoue que ça m'étonne, parce que à partir du moment où ils acceptaient de faire une primaire, y compris avec François Hollande et autres, je pensais qu'ils n'allaient pas aller jusque-là. Tant mieux s'ils y vont, tant mieux si eux respectent leur mandat, sur une loi dont, je le répète, parce que je crois que certains ont du mal à peu près à comprendre, et ce que vous disiez est tout à fait juste, non seulement les études d'opinion montrent qu'il y a toujours la majorité des Français qui sont fermement opposés, environ 70%, la majorité des syndicats, Voilà. la majorité maintenant au Parlement, aucune majorité pour faire passer Est-ce cette que loi. vous croyez que cette motion de censure va Eh aboutir ben, je l'espère. J'espère qu'elle va aller Vous jusqu'au bout, espérez, mais est-ce que vous le croyez au moins pour l'honneur de certains députés qui, comme ça, quelque part, sont fidèles un peu au mandat pour lesquels ils ont été élus. Parce qu'ils n'ont pas été élus pour reprendre les mots de la droite. Quand j'entends parler, par exemple, d'immobilisme sur des politiques qui sont en réalité les mêmes politiques de l'offre, qui sont celles appliquées depuis 30 ans dans le pays, mais que le Parti socialiste contestait avant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un retournement de valeur
on me dirait ça ne m'étonne même plus. On a un retournement de valeur absolument aberrant et c'est d'ailleurs ce que les Français reprochent à ce gouvernement, c'est non seulement de faire une politique aujourd'hui qui aurait été une politique de droite, mais en plus d'avoir trahi tous ses engagements, ce qui est un problème démocratique. Est-ce que vous croyez, d'abord, on reste sur l'aspect politique et puis on va avancer, François Patria, Fabienne Keller, cette motion de censure de gauche, vous devez avoir des informations, c'est le sénateur? Non, j'ai pas vraiment d'informations. Je pense qu'elle a peu de chance de passer. Je vois mal la droite voter une motion de censure de gauche. Donc, a priori, elle ne passera pas. Elle est là aujourd'hui pour montrer ce que M. Coquerel veut montrer à 7 ans. J'ai compris que vous souhaitez la défaite de la gauche, vous souhaitez la victoire de la droite l'année prochaine. Vous faites tout pour qu'on y arrive demain. C'est votre responsabilité. Défaite, oui. Non, mais vous que faites vous tout pour cela. Non, pas du tout. Écoutez, je pense que ce gouvernement, au cours de 5 ans, de la retraite, augmenter l'austérité, au cours de ces 5 ans, donner de ce l'argent gouvernement a aux pris des mesures de contrepartie, c'est pas une politique de gauche, monsieur. Bon. Décider que vous inversez les normes, que vous mettez les accords d'entreprise supérieurs à la loi, c'est pas une politique de gauche. Ici, sénatrice Les Républicains, observe le débat à l'intérieur de la gauche. Je suis interrompu, c'est pas moi qui parle. Parce que vous dites des choses énormes. Non, mais moi, vous dites des choses plus énormes, mais je ne vous interromps pas. Parce que j'ai non seulement de la galanterie, mais une espèce de respect du dialogue avec les autres, que vous n'avez pas. Vous êtes tellement imbu de votre personnage, imbu de votre certitude, que vous le faites tous les jours. Mais mes arguments, c'est que ce pays, aujourd'hui, doit accepter le fait que nous sommes dans une économie mondialisée. Que dans cette économie mondialisée, nous devons continuer de réformer dans la justice, dans l'équité, et de réformer équitablement, et de faire en sorte que le dialogue social s'installe mieux dans ce pays. Et cette loi, elle instaure avant tout le dialogue social. Ça, c'est une vertu de gauche et ne vous l'entendez pas. François Patria, c'est une vertu de gauche. Justement, si vous deviez diagnostiquer là, en ce moment, votre camp, la gauche, votre majorité n'a cessé de se rétrécir. Vous êtes face à un émiettement. Est-ce que vous diriez que c'est un grand cadavre à la renverse aujourd'hui? Bon, je n'emploierai pas ce mot-là. Je vous dirais que la gauche est au pouvoir. La gauche a des difficultés, mais la gauche réforme. Qui vous dit que l'année prochaine, d'avoir ramené le déficit de la France en dessous de 3%, quand nous l'avons connu à 7%, est-ce que ce n'est pas le meilleur cadeau que nous faisons aux générations futures? Est-ce qu'on est pour une forme de rigueur budgétaire qui réinstalle la France dans le concert des nations qui vont aller de l'avant maintenant? Ce n'est pas une réforme de gauche. Est-ce que d'avoir mis en place un certain nombre de verrous, la prime pour l'emploi, pour les entreprises, mais aussi les défenses pour les salariés, ce ne sont pas des réformes de gauche? Alors, ce gouvernement n'a pas à rougir de ce qu'il a fait. Et là, aujourd'hui, la façon dont il conduit ce débat et qu'il le mène à son terme, certes de façon un peu autoritaire, mais pas anticonstitutionnelle, je crois que c'est une bonne méthode. Alors, il me semble que la politique conduite par le gouvernement de François Hollande n'est pas la promesse de 2012. C'est bien le spectacle que vous donnez entre ceux... Je ne vous ai pas coupé. Non, excusez-moi. Entre ceux qui sont restés dans l'esprit des promesses initiales et vous qui faites le diagnostic d'une réalité face à laquelle il y a des propositions. Vous faites des propositions, mais elles vont à mi-chemin. C'est bien votre problème avec la loi El Khomri. D'abord assez audacieuse, on était prêts à souscrire. Vous auriez dû les soutenir davantage alors. Chacun son job. Et la question de l'emploi et de la relation aux entreprises, c'est un peu une question de technique et beaucoup une question de confiance et de consensus social autour de cette volonté de créer de l'emploi et des bons leviers pour créer des emplois. Ce sera au cœur du débat, je l'espère en tout cas, de la présidentielle. Donc, on voit une majorité éclatée, mais on n'a pas encore tout vu. Parce qu'il règle vite maintenant, il est temps, la loi El Khomri, avant de passer le baume. Il y a un nouveau texte actuellement, bientôt, discuté à l'Assemblée, qui va nous promettre tout. Les 500 000 formations ne servent qu'à retirer des personnes des statistiques du chômage, pour nous expliquer que le chômage va mieux. Après le maquillage des comptes, comme vous le savez, c'est pas 3 milliards d'euros d'amélioration des comptes publics en un an, c'est 300 millions d'euros. C'est pas de la réalité. 10%. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Ça a été repris. Vous savez qu'il y a une série de mesures, comme le rapatriement des avoirs fiscaux de l'étranger, la baisse du prix du pétrole, qui aurait dû conduire à une amélioration du déficit bien supérieure. Nous sommes le mauvais élève, le petit canard noir en Europe. Et vous allez nous dire comment vous allez changer tout cela avec une baguette magique peut-être dans quelques instants. Pas de baguette magique, mais nous allons faire le constat, le partager avec les Français et faire des propositions réalistes. Tout dire avant pour pouvoir faire après, on va en parler. Exactement. On va en parler parce que vous êtes également face à un paysage social qui est très divisé. Juste, on va rester sur la loi travail, à chaque jour suffit sa peine. On va déjà rester sur ce projet-là. Juste, Jean-Daniel Lévy, beaucoup à droite comme à gauche, prédisaient que la loi El Khomri allait avoir le même destin que le CPE de Dominique de Villepin. Ce n'est pas le cas malgré tout. Acte d'autorité ou d'autoritarisme, la loi va aboutir. Est-ce que pour cela, peut-être, est-ce que les Français reconnaissent au moins cette ténacité? Pas vraiment. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que quand on regarde l'évolution de la courbe de confiance des Français
et des sympathisants socialistes à l'égard de Manuel Valls. Pour faire vite, depuis début décembre, alors on était dans une période post-attentat, c'est quand même une baisse qui est une baisse continue. Et il y avait à cette époque-là un écart assez net entre la confiance à l'égard d'Emmanuel Valls et celle exprimée à l'égard de François Hollande, qui aujourd'hui est quasiment nulle. C'est-à-dire qu'on a à peu près aussi peu confiance en France à l'égard d'Emmanuel Valls qu'à l'égard de François Hollande. Pour faire vite, ce qu'on reconnaissait à Manuel Valls, c'était une forme d'autorité. Et le fait de pouvoir faire en sorte que le gouvernement soit un gouvernement qui, entre guillemets, tourne bien, qui arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas de couac. Et là, on est passé de l'autorité à l'autoritarisme. Et c'est vrai que si on devait faire un parallèle avec le CPE, c'est pas forcément les effets ou le fait que la loi ne soit pas votée, mais c'est le fait que ça a un impact extrêmement fort sur l'image du Premier ministre et que, à l'heure actuelle, ça obère ses chances, ou en tout cas l'aspiration de la part des électeurs de gauche à lui voir jouer un rôle plus important. On peut rappeler qu'avant le CPE, Dominique de Villepin était promis à un avenir présidentiel et qu'après celui-ci, il avait eu son image qui a été assez fortement écornée. Éric Coquerel, de la gauche parle souvent et essentiellement de Manuel Valls. Est-ce que vous en faites, j'allais dire, le premier responsable? Parce que Manuel Valls agit sous l'autorité de François Hollande. Vous avez raison, mais c'est quand même le gouvernement Valls. Disons que Manuel Valls a une façon d'accompagner tout ça qui est quand même une façon particulièrement brutale, bien à lui, d'accord, dans les mots, dans les déclarations du style je passerai en force, etc. Enfin, en substance. Hein, bon. Donc il a une façon de faire qui, et il le revendique d'ailleurs. Moi je crois que, vous savez, il y a des gouvernements qui dans le passé ont reculé par rapport à des mouvements sociaux, parce que les mouvements sociaux c'est aussi la démocratie. À un moment donné ça exprime aussi quelque chose, et ils n'en sont pas morts. Monsieur Juppé a reculé en 95. Si on regarde le nombre de manifestants aujourd'hui, il n'y a pas de quoi reculer. Non mais oui, vous savez, aujourd'hui il est très difficile de manifester dans ce pays, je vous le dis juste. Moi, vous savez, je suis élu cet après-midi pour accéder à la manifestation. Vous voyez, j'ai pas une tête de casseur. Vous avez tweeté une photo, je me suis fait palper entièrement, etc., comme tout le monde. Bloqué aux abords de l'Assemblée nationale, je l'ai vu. À un moment donné, on peut prendre prétexte de beaucoup de choses pour intimider les manifestants. Et il y a une gestion de l'ordre, le maintien de l'ordre depuis des semaines par rapport aux manifestations de la part du gouvernement qui, j'allais dire, même les syndicats de police s'interrogent là-dessus, et pour le moins étonnante. Mais laissez-moi revenir sur le fond. Moi, je crois que, d'un point de vue démocratique, c'est pas une preuve de sagesse que de passer en force. Voilà. Vous savez, M. Sarkozy, je crois qu'il a été battu par M. Hollande, principalement parce qu'il est passé en force sur la loi retraite, où il y avait 3 millions de manifestants dans la rue. La deuxième chose que j'observe, c'est qu'il faudrait avoir un peu un débat de fond. Bon, j'entends vous deux ça fait dire la loi qu'on le tient, la loi El Khomri va pas. Non, mais c'est pas je reproche, mais la loi El Khomri va pas assez loin. Mais enfin, ils sont quand même l'un et l'autre partisans d'une loi qui s'en prend finalement à l'idée que les revenus du travail coûtent trop cher, sont trop protégés par rapport à la concurrence internationale. Quel est votre projet? Nous pensons que si on fait ça, on continue dans un espace européen non seulement à désespérer les peuples, parce que les gens n'en peuvent plus, que ce soit le Brexit, que ce soit le nom du traité constitutionnel européen 2005, c'est parce que les gens ne peuvent plus supporter dans un espace économique où on les jette en concurrence les uns contre les autres, un dumping général sans aucune harmonisation sociale et fiscale. Donc cette politique-là ne marche pas. Et en plus, elle n'a pas... Quel est votre projet? Vous me dites elle n'a pas de résultat économique. Eh bien, nous, notre projet, c'est de partager les richesses totalement différemment. Par exemple, de constater que depuis 30 ans, ce qui coûte de plus en plus cher, c'est le capital non investi. Ce n'est pas les revenus du travail. Donc, de partager les richesses autrement, c'est de relancer l'activité au lieu de faire des politiques d'austérité sur des grands projets de transition énergétique, d'énergie renouvelable, d'économie de la mer. Le vôtre, la gauche de la gauche, totalement la droite et de M. Patria. Et François Patria. Je vais vous laisser réagir, Fabienne Keller. François Patria, quand même, sur le paysage, le climat social, syndical, politique, même l'université d'été du PS ne peut pas se tenir. Elle ne peut pas se tenir, dites-vous, en tout cas dit Jean-Christophe Cambadélis, pour des raisons de sécurité. Quelles leçons, quels enseignements vous tirez de cela? Ce n'est pas un choix judicieux. Aller à Nantes au moment où sur l'aérodrome de Notre-Dame Pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant? Pose des produits aujourd'hui. Non, mais moi, je ne vais pas dire, c'est pas moi qui le dis. On l'a dit. Vous n'avez pas été écouté alors? Politique. On leur a dit avant. Alors le climat est certes difficile parce qu'aujourd'hui la gauche est divisée, la gauche est émiettée, et c'est la lutte de gauche dans ce pays. Moi, je voudrais aujourd'hui rendre hommage à Michel Rocard, que j'ai bien connu, dont j'étais un supporter et dont j'étais l'ami, et qui a eu à affronter depuis... Moi, j'étais au PSU avec lui en 1968, j'ai voté pour lui en 69. En 64, eh bien, il avait cette vision de réformer et de penser que le primat de l'économie l'emportait sur le reste. Qu'on ne pouvait redistribuer que ce qu'on pouvait créer. Or, quand j'entends M. Coquerel, voilà, dans un pays où on ne créera plus rien demain, donc on ne redistribuera plus rien. Donc tous les avantages qu'il défend aujourd'hui disparaîtront. Parce que ce pays va s'enliser. Ce pays va décliner. Aujourd'hui, nous avons la réforme ou le déclin. M. Coquerel,
sans faire dans le Ne déclin. caricaturez Les pas les Français le positions des paieront autres, demain, monsieur. paieront les déficits, paieront aujourd'hui les rigidités de ce pays. Monsieur, Elles le ça fait paieront. 30 Et ans que je fais une 2007 politique de l'offre sera et on a un l'heure record des historique choix. de chômage. Attendez, Eric La Coquerel, politique Fabienne de l'offre Keller. a été mise en place trop tard par ce gouvernement, je le C'est regrette. intéressant. On a déjà J'aurais fait ce aimé qu'on débat-là. le fasse Fabienne dès le Keller. début. Face à ce Aujourd'hui, on climat. n'aurait pas le nombre de chômeurs Face à qu'on a ce aujourd'hui. climat, chez les républicains pardonnez-moi, directs. face à ce Très climat Regardez, vous syndical accueillez avec joie. où il y a des vraies divisions au sein des syndicats, face à ce climat social, si il y a alternance, dans quel état allez-vous retrouver le pays pour faire passer des lois qui sont, j'allais dire, plus rudes que celles qui sont déjà annoncées? C'est déjà dans le débat autour de l'élection présidentielle. Pas uniquement les idées, mais comment les partager avec les Français pour qu'ils les acceptent, y adhèrent, les transforment, hein, les nourrissent d'une part, et d'autre part, comment La se passera démocratie participative, on connaît déjà oui, ça. oui. Oh, Enfin, vous moi, donc, inspirez, bah, dis donc. Vous l'avez rappelé, je travaille avec Alain Juppé. Il fait énormément de visites sur le terrain. On fait énormément d'allers-retours sur des propositions qu'on amende, qu'on réamende, avec cette idée que ça les enrichit, mais aussi que ça permet de les partager avec des gens. Et quand on a partagé quelque chose, alors, quand c'est mis en œuvre, on le comprend, on le met en œuvre plus naturellement. Donc c'est un des défis, c'est de faire adhérer les Français à ce projet, et pas de meilleure méthode que de le construire avec eux. Donc oui, c'est participatif. On peut l'appeler coopératif, on peut trouver plein de noms, mais c'est, je crois, dans la société, hein, de l'horizontalité, de la transversalité, de l'accès à toutes les infos par Internet, c'est le bon outil. Mais je voudrais dire qu'il y a moins d'opposition qu'en apparence. Et je pense qu'on peut aussi essayer de construire sur une base plus large. Vous dites qu'il n'y a pas assez de capital qui est investi. Eh ben c'est vrai, on en fait le diagnostic. Et l'un des enjeux, c'est de le faire investir dans des infrastructures, dans des services aux gens, je sais pas, le chemin de fer que j'aime beaucoup, ou d'autres biens publics, et aussi dans les entreprises, dans ce qui va créer de la richesse et donc de l'emploi. Voilà des propositions D'entrer peut-être dans- sur lesquelles vous pouvez être D'entrer d'accord. dans ce cercle vertueux qui va à nouveau nous créer de la richesse Et économique. c'est le projet que vous défendez avec Alain Absolument, Juppé, mais candidat aujourd'hui- à la primaire. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'envers par rapport à ce schéma. On a bloqué, on est le pays en Europe qui crée le moins d'emplois. C'est quand même un triste record. Il faut bien évidemment changer de logiciel. Nous verrons hein, si les Français, leur décision sera évidemment souveraine en 2017. Mais en attendant, Jean-Daniel Lévy, pour clore cette longue séquence, qu'est-ce qui est retenu principalement par les Français? Est-ce que c'est l'acte d'autorité? Est-ce que c'est cette loi travail? Est-ce que c'est le climat social? C'est un Est-ce peu que tout c'est les ça. trois? C'est un peu tout ça. Il y a aussi en fait la déchéance de la nationalité en fait qui a constitué pour la gauche avec la loi El Khomri deux incises assez fortes à la manière dont il pouvait percevoir l'action de François Hollande. En 2012, il y avait deux idées phares qui conduisaient, ou en tout cas qui ont structuré le vote en faveur de François Hollande. C'est la notion d'égalité et c'est la notion de justice. Et ces deux termes-là, qui ont historiquement d'ailleurs habité la gauche, n'ont pas été à leurs yeux suffisamment incarnés et suffisamment portés. Et on voit bien que les critiques ou les interrogations portent autour de est-ce que la politique qui a été menée depuis 2012 est une politique en faveur de la justice et en faveur de l'égalité? La réponse aujourd'hui est plutôt une réponse négative. Encore une fois, on n'est pas toujours face à des Français qui sont rétifs à l'idée de réforme, mais ils ont envie d'avoir des perspectives qui sont des perspectives Voilà, heureuses. qu'est-ce qu'on met dans la Et réforme aujourd'hui, il y a quel peu marqueur? d'acteurs qui interviennent dans le débat public et qui permettent de dire la France de 2017 ou la France de 2022, voilà comment je vous la dessine et voilà le chemin que je vous propose pour pouvoir y accéder. Merci La prime pour à vous l'emploi, et c'est nous pas une verrons mesure de gauche quelle sera la suite Pas dit s'il y a ça. motion de censure Nous, ou pas. nous, avec Jean-Luc demain. Mélenchon, on abrogera la loi El Khomri si Jean-Luc Mélenchon est élu. Voilà, au moins, on le dit. On l'avait ou on compris. empêchera une version plus On verra adaptée. ça au C'est troisième clair. millénaire. Nous verrons ce qu'il Ça, en sera. ne soyez pas Merci à vous. si Restez avec nous parce que l'information de la soirée va vous intéresser, Oula. messieurs, madame, avec évidemment la non-candidature ce soir de Nicolas Hulot et c'est l'édito politique. Alors après des mois de doute, oui, Nicolas Hulot renonce à se présenter à la présidentielle. Bonsoir Marcelo Vesfried. Bonsoir, Sonia. Est-ce que cette annonce surprise, pas vraiment, mais enfin, on s'en doutait un petit peu, change la donne pour 2017? En tout cas, Nicolas Hulot a pris tout le monde de court puisqu'il avait dit encore il y a quelques semaines qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'il se prononcerait à la fin de l'année. Et là, patatras, il y a 2 heures, un communiqué, je ne me présenterai pas. Alors, les raisons invoquées, c'est je ne veux pas, je vais vous citer, c'est je ne veux pas endosser l'habit de l'homme providentiel, je ne me sens pas suffisamment armé pour cela. Comme on le voit, les raisons invoquées elles ne sont pas politiques. Il aurait pu dire il y a un danger avec le Front National, une candidature de plus, c'est pas sage. Non, il dit j'ai un doute sur ma capacité à diriger le pays. Il y a un doute aussi sur ma capacité à
faire une campagne politique avec tout ce que ça représente de violence, d'attaque. Votre patrimoine passerait au crible. En fait, ça faisait déjà plusieurs mois il gambergeait dans sa maison de Saint-Lunaire avec vue sur la mer. Finalement, Nicolas Hulot, ça aura été l'histoire d'un homme populaire, sans doute le plus populaire, mais qui sera pas allé au bout de ses ambitions. En 2007, souvenez-vous, il a le vent en poupe, il se lance pas. En 2012, là, il se fait violence, il passe par la primaire des écologistes, et là, c'est un traquenard, et depuis, il ne veut plus entendre parler de parti politique, et en 2017, il recule devant l'obstacle. Et alors, qu'est-ce que cette annonce change, Marcelo? Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour l'écologie, puisque après l'affaire Baupin, après l'éclatement des Verts, il était le seul qui était en capacité de rassembler la famille et le seul aussi qui, en 2017, aurait pu peser pour que les thèmes de, je sais pas moi, le développement durable, les énergies renouvelables soient au cœur du débat. On en sera loin sans doute. Et puis, en revanche, c'est une bonne nouvelle, c'est même une excellente nouvelle et elles sont rares actuellement pour François Hollande puisque ça dégage un peu d'espace à gauche. C'est selon les enquêtes, c'était entre 8 et 11 points d'intention de vote. Là, il n'y a personne dans la famille écologiste qui est en mesure de reprendre ce flambeau. Et puis plus largement, cette histoire, elle illustre quand même les limites de la Ve République avec cette personnalisation à outrance du pouvoir. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas en phase avec le destin, appelé par l'histoire avec un grand H, eh ben les gens... Vous le faites avec beaucoup de conviction. Voilà, oui. moi je ne serai pas président ni candidat. Les gens ne se lancent pas. Oui. Voilà, comme Nicolas Hulot finalement. Les gens ne se lancent pas. Et c'est ce qui est arrivé à Michel Rocard, qui n'était pas très doué pour la conquête du pouvoir. C'est ce qui arrive à Nicolas Hulot, deux personnes qui se sont manifestement trompées d'époque. Alors, la réaction de nos invités politiques, Fabienne Keller, vous qui avez une fibre d'ailleurs écologique, au-delà d'ailleurs des calculs politiques, est-ce que c'est une perte qu'une personnalité comme Nicolas Hulot ne se lance pas? Écoutez, c'est un choix quand même très très personnel, hein, cet engagement présidentiel. Nicolas Hulot a un rôle vraiment majeur hein, dans les questions de sensibilisation. Je pense qu'il va peser sur cette campagne comme il l'a fait en 2007, c'est-à-dire en demandant que chaque candidat s'engage. D'aucuns l'ont déjà fait, comme Alain Juppé, hein, puisqu'il avait lancé en amont. De rappeler. Oui, il avait lancé en amont de la COP21 un appel justement aux contributions et à une vision de long terme. Donc moi, je suis pas très inquiète. Il va continuer à contribuer au volet environnemental. C'est vrai que je crois que son expérience de 2012 là. Même question, douché. Réaction également. Mais d'abord, moi, je trouve ça très respectable. Et je trouve que la façon de le dire, c'est que ça dénote bien Hulot. Avec Hulot, il y a une chose assez paradoxale, c'est que Hulot, il est venu à la contestation du système et à l'intérêt général par l'environnement. Et nous, on est venu, à partir de la contestation du système et de l'intérêt général, on est venu à l'environnement. Mais vous restez. Oui, d'accord. À la mais je trouve que et je trouve que c'est une démarche que je trouve plus que respectable et qui nous intéresse. Et je suis sûr qu'il va peser dans cette élection. François Patria, pour terminer. C'est un choix de lucidité. C'est de prise en compte du fait que, en fin de compte, Nicolas Hulot est-il fait pour faire de la politique? Je crois que lui-même pense qu'il n'est pas fait pour ça. Et qu'ensuite, par contre, ce qu'il souhaite, c'est peser sur le débat, c'est apporter ses idées. Et il pense que, quoi qu'il arrive demain, il va peser sur l'échiquier pour apporter... Et maintenant, tout le monde essaye déjà de le récupérer. Voilà. Merci en tous les cas pour ces réactions. Merci Marcelo. Tout de suite, c'est le journal avec Paul Bouffard. La loi Sapin 2 en discussion au Sénat et les lanceurs d'alerte au cœur des débats. Les sénateurs ont redessiné tout à l'heure leur statut juridique et plus précisément leur protection. Flora Sauvage. C'était l'une des mesures phares de la loi Sapin 2. Promise par le ministre après le scandale des Panama Papers, le texte adopté par le Sénat protège les lanceurs d'alerte. Mais la Haute Assemblée a suivi les propositions de la Commission des lois. Du coup, cette protection est limitée. Notre souci de protection des lanceurs d'alerte est légitime. Mais il ne va pas sans souci aussi de protection de ceux qui peuvent faire l'objet de dénonciations abusives, nos concitoyens, non pas les lanceurs d'alerte, de ceux qui peuvent faire l'objet de calomnies, de diffamations. Pour le ministre des Finances, Michel Sapin, toutes les difficultés résident dans la définition du lanceur d'alerte, soumis jusqu'à présent à un vide juridique. Si nous avons un dispositif trop restreint, il y a des gens que nous sommes prêts, de bonne foi les uns et les autres, à qualifier de lanceurs d'alerte et qui ne le seraient pas devant le juge. Et si nous faisons, et c'est la préoccupation de la Commission, une définition trop large, nous risquons d'embrasser des
personne, dont aucun d'entre nous n'est susceptible de considérer qu'il s'agit de lanceurs d'alerte. Finalement, le Sénat a voté pour la prise en charge financière des lanceurs d'alerte par le défenseur des droits, malgré sa suppression en commission. Le texte, qui est examiné en urgence, fera l'objet d'une commission mixte paritaire pour trouver une version commune aux deux chambres. C'est une décision qui relance le débat. Laurence Rossignol, ministre de la Famille, a confirmé hier sur notre antenne l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes. C'était une promesse présidentielle. On voit ça avec Stéphane Amalian. Une circulaire de 2013 punissait les gynécologues qui orientaient leurs patientes lesbiennes vers l'étranger pour y subir une PMA. Ces médecins encouraient 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Cette circulaire sera prochainement abrogée. Il n'y a aucune raison de discriminer les couples homosexuels, les couples lesbiens par rapport aux couples hétérosexuels, en leur refusant l'accès à une technologie qui est ouverte aux couples hétérosexuels. Le gouvernement a souhaité mettre les couples sur un même pied d'égalité sans tenir compte de l'orientation sexuelle. Moi, je trouve que c'est une bonne chose et que c'est un premier pas pour aller vers un réel accès à la PMA pour toutes les femmes, qu'elles soient en couple hétérosexuel ou en couple homosexuel. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Le fait que le couple constitué d'un homme et d'une femme et que le couple constitué de 2 femmes, 2 couples que je respecte, ne soient pas dans la même situation s'agissant de la procréation ne me paraît pas relever de la discrimination. Ça relève de faits de la nature. Et donc, Madame Rossignol utilise un mot puissant, discrimination, pour une réalité qui ne le justifie pas. La PMA pour tous était une promesse de campagne de François Hollande. Elle arrive 3 ans après le mariage pour tous et à quelques mois de l'élection présidentielle. Des rires, parfois des larmes, fin du suspense pour 700 000 bacheliers. Les résultats du bac sont tombés ce matin. Il y a près de 80% de réussite pour les premiers résultats. L'éducation, l'école et les jeunes, c'est notre second débat ce soir. Oui, et pour les heureux reçus, c'est la période après-bac qui s'ouvre dès ce soir avec ses choix, ses incertitudes. L'occasion pour nous de nous intéresser à ce cursus universitaire et professionnel. Comment faire en sorte qu'il rapproche au maximum les étudiants du marché de l'emploi? La jeunesse, souvenez-vous, était au cœur de la précédente campagne présidentielle. Qu'en sera-t-il en 2017? Ces paroles de jeunes ce soir avec nos invités. Imen Miraoui, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes la secrétaire nationale au projet des jeunes socialistes. Nous accompagne Camilène, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire générale du mouvement Jeunes communistes de France. En face de vous, Alexandre Loubet, bonsoir. Bonsoir. Président des Jeunes de Debout la France. Et Clément Forestier nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Délégué national des Jeunes les Républicains. Alors, mesdames, messieurs, chaque année, c'est désormais, Camilène, la même musique que l'on entend. Le baccalauréat reste une étape à franchir, un cap, mais une étape de plus en plus facile, pour ne pas dire une formalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Une formalité, non, je pense pas, parce que déjà le bac c'est quand même quelque chose d'important dans la vie d'un jeune, et en plus il faut quand même pas oublier que on est toujours face à une inégalité dans le cursus scolaire, parce que évidemment on peut ne que se féliciter de la réussite au bac, mais par contre on remarque quand même que malgré tout, selon la classe sociale qu'on occupe, on n'a pas forcément dans les mêmes filières, et on est souvent bloqué, en fait c'est un constat, mais les classes les plus populaires, en fait les enfants se retrouvent dans les filières qui sont soit professionnelles, soit technologiques, et en fait généralement on les pousse un peu à faire ça, parce que l'orientation ne permet pas d'accéder facilement aux filières qu'on désire. En plus, il y a quand même un conseiller d'orientation pour 1300 élèves aujourd'hui en France, et du coup, souvent l'orientation elle est plus subie que choisie, et c'est un vrai problème selon moi, et je pense que c'est déjà une question qu'il faudrait se poser, sans compter en plus tous les problèmes budgétaires qu'il peut y avoir, puisque évidemment les classes sont surchargées, et c'est parfois très compliqué, y compris on manque de place, il n'y a pas assez de place pour des élèves, il y a plus de 10 000 lycéens qui se retrouvent sans affectation chaque année, et donc je pense que c'est encore un combat aujourd'hui, et c'est un vrai problème, et je pense que évidemment c'est une bonne chose le taux de réussite au bac, mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que les inégalités elles sont toujours là. Et on va insister ce soir sur évidemment l'orientation, mais Alexandre Loubet, sur ce constat qu'on entend souvent comme quoi le bac c'est plus cette étape symbolique que l'on a à franchir, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat? Je suis d'accord avec le constat. C'est vrai que le baccalauréat constitue un moment dans la vie qui est assez important lorsque l'on est bachelier. Mais le fait est que le constat devient de plus en plus alarmant pour l'école plus généralement, puisque, comme vous l'avez dit, ce nivellement par le bas, finalement, du niveau du baccalauréat illustre, je pense, le véritable état de l'éducation aujourd'hui en France, puisque, comme l'a dit Camille, il est vrai que l'école est de plus en plus un lieu de reproduction des inégalités,
l'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social et l'école, pardonnez-moi, mais stigmatise de plus en plus l'excellence et le mérite, tant de la part du gouvernement républicain, de l'action du gouvernement républicain de François Fillon auparavant, puis désormais encore pire avec l'actuel gouvernement socialiste. Donc c'est vrai que je m'inquiète pour l'avenir de l'éducation qui, il faut le reconnaître, constitue le véritable tremplin pour l'avenir de notre pays. Imen Miraoui, je laisse réagir déjà à l'attaque et puis on va élargir le débat. Oui, c'est une vérité. Accuser le gouvernement socialiste d'ancrer encore un peu plus le système qui veut effectivement qu'il y ait une reproduction sociale des élites et renforcer soi-disant l'élitisme à l'école, je ne crois pas. Je ne le crois pas parce que justement ce gouvernement, alors peut-être que sur d'autres sujets on a d'autres points de désaccord, mais je crois que sur l'éducation, pour le coup, notre gouvernement agit de manière à ce que justement l'ensemble des enfants de France qui passent par les bancs de l'école de la République puissent justement avoir les outils entre les mains pour eux-mêmes participer à construire leur parcours propre d'excellence. Pour le coup, je et suis pour le désolé, coup, mais quand à on mes augmente, yeux, quand on des augmente le ateliers de budget, complaisance. je vous écoutais donc je pense Oui, que je très pouvais bien, m'exprimer. pardon. Quand on augmente le budget de l'éducation nationale qui a été effectivement massacré par 10 ans de politique de droite, qui ont fragilisé bien évidemment l'école de la République, qui avait supprimé aussi plus de quasiment 160 000 postes d'enseignants au détriment du coup des élèves, et d'autant plus les élèves en difficulté. Nous, quand on fait 60 000 postes dans l'éducation nationale, quand on restaure la formation des profs qui avait été supprimée par la droite, je ne crois pas qu'on cherche à juste aider ceux qui s'en sortent déjà le mieux. Quand on supprime les bourses au mérite pour permettre... Oui, justement. Je vais vous dire une chose. Le mérite, c'est le premier des éléments qui se moque des origines sociales. Le mérite, c'est le premier. Si, exactement. Non, le mérite, c'est le premier des éléments qui met à égalité l'ensemble des élèves, quelle que soit leur origine sociale. Là, il y a une ligne de fracture, j'imagine, avec Camille Lenné et Imen Miraoui. Je vais vous laisser réagir, Clément Forestier, parce que c'est aussi l'héritage, j'allais dire, de votre gouvernement et puis de nombreuses années de droite sur l'éducation qui est mise en cause ici. Bon, alors d'abord, j'ai quand même envie d'avoir un mot pour féliciter tous les nouveaux bacheliers qui doivent être très heureux ce soir. Et j'espère devant Public Sénat, et avant d'aller faire un peu la fête pour fêter ça. Non, mais évidemment, féliciter, c'est un moment important dans la vie d'un étudiant, le moment où on passe le bac. On a l'impression que c'est un accomplissement, c'est la fin d'une époque scolaire avant de pouvoir s'engager dans une voie qu'on a vraiment choisie avec la fin de ce tronc commun, etc. C'est important. Maintenant, 80% d'une génération, puisque c'est 79 et quelques cette année, qui a le bac avant rattrapage. C'est-à-dire que ce sera encore plus important après. Malheureusement, on ne peut pas considérer que ça puisse derrière constituer pour eux un bagage au moins suffisant pour pouvoir s'imposer par la suite, aussi bien dans le monde des études supérieures que dans le monde professionnel pour ceux qui iront directement. Donc il y a déjà une vraie problématique là-dessus, et je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, ce rêve d'avoir une génération entière titulaire du baccalauréat qui a été presque accompli, je veux dire, voilà, ça y est, on y est quasiment, a tout nivelé par le bas et finalement a fait en sorte que les plus méritants, ceux qui avaient le plus travaillé, ceux qui sont le plus donnés pour l'avoir, eh bien ne bénéficient pas de cette différence puisque on le donne à toute une génération. Maintenant, moi j'ai envie d'être un peu productif, on a tous autour de la table moins de 30 ans, j'imagine. Aucun d'entre nous n'a été ministre, donc ne nous contentons pas de nous renvoyer la responsabilité. Alors quand c'était la droite, que l'on porte la responsabilité de l'action de ce mouvement. Oui, mais enfin, franchement, ça grandit personne. Et quand c'était la droite, c'était un désastre. Maintenant, la gauche, ça va mieux. L'inverse, etc. Tout ça ne nous fait pas avancer. Moi, je pense que la vérité, c'est qu'il faut maintenant refonder définitivement notre système d'éducation. Et ça part de la plus petite enfance, de la maternelle, jusqu'aux études supérieures à l'université. Refonder, c'est le mot qu'on entend le plus souvent. Refonder l'Europe, refonder l'école, il y a du travail. Mais je vais m'arrêter. C'est le travail de notre génération. Sur un chiffre important, Camille, qui reste trop important. Chaque année, ce sont 150 000 élèves qui décrochent du système scolaire. Un chiffre colossal et une réalité sur laquelle on entend, pardonnez-moi, toujours les mêmes discours. Quel est votre regard? Comment lutter efficacement contre ce décrochage? Et ça, c'est terrible, parce que souvent, ce sont des familles aussi qui vont être répercutées par ça. Comment vous pensez, si vous avez une proposition sur ce thème? Alors déjà, avant ça, j'aimerais quand même revenir sur la notion de méritocratie, parce que en vrai, pour moi, c'est de l'hypocrisie, parce que je suis désolée, on peut pas faire le constat qu'aujourd'hui en France, on a des inégalités face à l'éducation et que du coup, on serait égaux face à la réussite, parce que c'est pas vrai. Je veux dire, quand on vient d'un milieu social, il faut supprimer la notation. En fait, je suis désolée, mais quand on vient d'un milieu social défavorisé et qu'on n'a pas des parents qui sont en capacité de nous aider, mais etc.
là pour aider. Oui, alors bien sûr. Et ben en fait, si on lui donne des la gauche l'a complètement déconstruite. Alors la gauche, donc elle ne joue plus son rôle. Oui, alors parlez pas de la gauche parce que voilà. Mais j'inclus aussi. Mais comment aider ces élèves décrocheurs, parce que c'est lié à ce dont vous parlez. Eh ben oui, et ben en fait justement, parce que si on déjà faut évidemment lutter contre les inégalités, parce que c'est aussi ça qui participe à favoriser tout le monde et à permettre que chacun puisse accéder au système éducatif. Et en plus, la question des moyens et des moyens qu'on donne à l'éducation, c'est ça aussi la clé, puisque les budgets sont en baisse et typiquement c'est un vrai problème. Et c'est pareil pour l'éducation, l'enseignement supérieur. Il faudrait plus d'1 million d'euros en plus pour que l'enseignement supérieur fonctionne correctement aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut aussi... Les moyens, c'est la panacée, c'est la clé de tout, parce que c'est pas une proposition, l'argent. C'est certainement pas une... Alors déjà, c'en est une, je pense quand même, mais en plus, c'est certainement pas la clé de tout, parce qu'évidemment, il faut une politique derrière. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas faire des discours dans le vent et après, derrière, casser le budget de l'éducation. Ça n'a aucun sens. Imen Miraoui, je vais vous laisser. Il y a un plan qui a été mis en place par le gouvernement pour lutter contre le décrochage, justement, et de diviser par 2 le nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif d'ici à 2017. Alors, il s'agit en fait d'accompagnement. Est-ce que c'est suffisant, cela, aujourd'hui ? En fait, il n'y a pas de mesure qui se suffit à elle-même. Je crois qu'une réforme de l'école, c'est repenser globalement, en gros, notre système éducatif, mais aussi au-delà notre modèle peut-être social, puisqu'effectivement, tu le disais, aujourd'hui, on est le pays où l'origine sociale de l'élève et de la famille dans laquelle il est né est le plus déterminant pour la réussite, je ne sais pas ce qu'on peut appeler réussite, dans le parcours scolaire. Moi, j'ai horreur du mot méritocratie, et je rajoute là-dessus, parce que oui, mais parce qu'en fait, c'est une morale de vainqueur qui explique sincèrement que, en gros, les jeunes qui auraient réussi ont travaillé, tu l'as dit, et ceux qui ont échoué, de fait, en fait, c'est parce que c'est des flemmards ou parce qu'ils ne travaillent pas assez. Alors, c'est parce que je suis d'accord sur la première partie de ta phrase. Ceux qui réussissent ont toujours travaillé. Ça, c'est un fait. C'est sûr et certain. Personne ne naît avec l'immaculée connaissance. Ça, c'est un fait. Par contre, que ceux qui échouent, pour des raisons diverses, il y a ceux qui effectivement n'ont pas travaillé et qui, eux, finalement, ont assez peu d'excuses. Et il y a aussi ceux qui échouent pour tout un tas de facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs personnels, des facteurs familiaux. Et c'est ces gens-là qu'il faut accompagner. C'est ceux-là qu'il faut accompagner dès le départ. C'est ce que vous avez fait en supprimant des postes. Le moyen de les accompagner. Je n'ai supprimé aucun poste. Le moyen. Tu sais très bien. Alors, on peut refaire. Encore une fois, on peut faire un débat. 80 000 postes d'enseignants ont été supprimés par les Républicains. Je tiens quand même à le signaler. Tu es issu d'une famille politique, donc tu la soutiens. Tu soutiens donc son prisme idéologique. Moi, j'ai envie de penser à l'avenir de mon pays et pas au passé de ma formation politique. C'est pas un passé, c'est une continuité. On nous annonce la suppression de 300 000 fonctionnaires, notamment dans l'éducation nationale. Je suis très heureux d'être là pour parler de l'avenir de mon pays. Et ce que j'ai envie de défendre dans l'avenir de mon pays, c'est qu'on en finisse avec cette lubie du collège unique. La vérité, c'est que le collège unique, c'est le collège unique qui a créé toutes ces inégalités qu'on a aujourd'hui. Le jour où on individualisera le collège, où on permettra dès l'entrée en 6e à tous les étudiants de choisir un certain nombre d'options, en conservant un tronc commun, évidemment, avec mais il est très précoce, l'étudiant dont parle. Oui, on étudie. En conservant un tronc commun, mais en augmentant au fur et à mesure l'individualisation des choix, pour qu'on puisse, dès la 6e, prendre des options. À 11 ans oui, bien sûr, prendre des options. À 11 ans, toi, tu étais capable déjà de savoir exactement ce que tu voulais faire. J'aurais trouvé passionnant qu'on m'offre la possibilité d'étudier, je sais pas moi, le cinéma ou le codage ou l'électrotechnique. Ça aurait été très intéressant. Les socialistes se rejoignent, je suis heureux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler, visiblement vous êtes opposé au mérite, peu importe, mais toi, visiblement, tu es favorable. Seulement, tu ne te donnes pas les moyens qu'on puisse vraiment permettre aux jeunes. C'est nous qui avons fait les bourses au mérite. Vous avez fait les bourses au mérite, mais attends, vous êtes en train visiblement de cautionner l'ensemble des enseignements de complaisance que sont en train de... Oui, exactement, de complaisance. Ouais. Parce qu'à mes yeux, les rythmes scolaires qui, pardonnez-moi, mais suppriment 45 minutes quotidiens, par jour, on les a par jour, 45 minutes par jour, en primaire, de temps de classe, pour moi, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Quand tu vois votre réforme des collèges, qui est en train de mettre en place des soi-disant projets qui consistent davantage à du divertissement, au détriment de 4 heures d'enseignement de savoirs fondamentaux, comme le français, comme l'histoire géo, comme les mathématiques, se substitue. Vous êtes en train de substituer le divertissement,
l'amusement permanent, vous êtes en train de transformer l'école en centre de vacances, de colonie. La réponse. Et aucune opposition de la part des Républicains. Non, si je voudrais préciser un tout petit peu mon propos, ce que je disais, c'était plutôt une critique envers ce qui est justement fait par le gouvernement, parce que ce que je considère, c'est qu'il faudrait proposer aux élèves des options professionnalisantes dès le départ pour apprendre des compétences techniques liées à des métiers. Mais dès qu'on parle de compétences professionnelles au collège, l'école de cinéma en sortant de son bac. Imelda Meravit, on va parler de l'orientation. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments? Ça me stupéfait d'entendre des choses pareilles, parce que à l'école, en fait, on n'apprend pas que des maths, du français et de l'histoire. C'est très important et on continuera à le faire. On parlait des inégalités qui se creusent déjà dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une différence d'accès à la culture, à des pratiques sportives. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin du CM2, 20% des élèves ressortent sans savoir parler convenablement français. À la fin du CM2, 30% des élèves ne savent pas. En l'espace de quelques secondes, on va sauter quelques classes et on va dire qu'on a eu le bac déjà. On va voir la suite, l'orientation. Je vais vous faire réagir, Camille. Mais puisque vous parlez beaucoup de réformes, on va revenir sur les principales réformes de l'éducation nationale qui sont passées dans la douleur. Regardez. Avec 90 milliards d'euros, l'État a fait de l'éducation nationale son premier poste budgétaire. Une priorité, mais des résultats mitigés. Depuis le début de la Ve République, la France a connu 32 ministres rue de Grenelle. Des réformes qui s'empilent et souvent contestées. Le plus emblématique restera sans doute Claude Allègre, le ministre qui voulait dégraisser le mammouth. En 1997, sa réforme de l'enseignement supérieur l'aura juste obligé à démissionner. En 2007, même sanction pour Xavier Darcos, suppression de postes, fin des IUFM, puis grande réforme du lycée. Face aux manifestations, la réforme est reportée, puis retirée. Depuis 2012, Vincent Payon puis Najat Vallaud-Belkacem se sont lancés dans une loi de refondation de l'école de la République. Réforme des rythmes scolaires, du collège, de l'éducation prioritaire. Face aux grèves et manifestations, le gouvernement n'a pas fléchi. Mais pour quel résultat ? Niveau en baisse, salaire des enseignants trop faible, inégalités qui se creusent. De nombreuses études dénoncent un système éducatif français à la traîne qui aurait sans doute besoin de plus de stabilité pour réussir à se réformer. Camille, on ne va pas reprendre la comparaison de l'éducation nationale et du fameux mammouth qu'il faudrait dégraisser, mais il est vrai qu'il y a quand même beaucoup de difficultés, de complexité quand il s'agit de transformer les choses dans l'éducation nationale. De toute façon, tout est compliqué à transformer si on prend comme ça. Après, particulièrement en France, dit certains. Parce que manifester dès qu'on touche à quelque chose. Oui, dis donc. Tout ce que... En fait, en même temps, si on y touche mal, voilà. Mais après, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, tout est une question de volonté, du coup. Je pense que si on veut correctement changer les choses, on peut le faire, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens et voir ce qu'on veut faire de notre éducation. Et je pense que c'est ça la priorité. Et la question de l'orientation, justement, qui est essentielle. Alexandre Loubet, on va parler des choix, mais est-ce qu'il est temps désormais même de changer de mentalité? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux formations manuel, artisanal, est-ce qu'il est temps de dire, de rappeler que ce ne sont pas des sous-métiers, au contraire, c'est l'inverse? Bien évidemment. Moi, ce que je souhaiterais mettre en avant, c'est que, vous en avez parlé tout à l'heure, on est en train de plus en plus, au niveau du lycée, de discréditer, je ne comprends pas pourquoi, les baccalauréats professionnels. Les baccalauréats professionnels, c'est le moyen pour un élève, qui se reconnaîtrait peu dans certains types de matières, et je le comprends totalement, et qui se reconnaîtrait plutôt dans d'autres, de pouvoir concrétiser ses choix. Et le vrai problème du collège unique, tu en as parlé, c'est que, alors 6e, je trouve ça vraiment précoce. Personnellement, au niveau du mouvement de Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, nous estimons qu'il faudrait en 6e et en 5e un socle commun d'enseignement qui soit prodigué, et dès la 4e, assumer une certaine diversité des choix en matière d'enseignement pour pouvoir correspondre à la volonté, parce que c'est ça l'essentiel, à la volonté de l'élève. Et le vrai enjeu aujourd'hui... Il faut la connaître, cette volonté d'élève. Pour l'instant, effectivement, et au marché du travail. Exactement, il faut lier le monde de l'éducation et le monde universitaire également. J'en viens avec le monde du travail, parce que quel est le vrai problème aujourd'hui? Prenons l'université par exemple. Honnêtement, c'est très déconnecté du véritable monde du travail. Et j'en parlais la dernière fois que j'étais invité sur votre plateau. C'est vrai qu'à aujourd'hui, on constate répétez-le, vous serez toujours cohérent. En matière d'alternance d'apprentissage, les réglementations à aujourd'hui sont de plus en plus absurdes. Alors, on va en parler. Je voudrais vous faire réagir. Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et celle-ci de Christiane Latour qui vous dit déjà irréconciliable en parlant de vous quatre. Alors, j'ai peur pour l'avenir de la France. Je crains pour nos enfants.
Non, mais moi je trouve ça plutôt sain qu'il y ait de la divergence entre la gauche et la droite. C'est que finalement peut-être tout n'est pas perdu, et d'autant plus en termes d'éducation. Vous y voyez des dépenses au niveau d'un investissement. Non, vous moi je parlez vois pas des dépenses, je vois des il faut humains à tout derrière. prix renforcer la découverte professionnelle dès le collège. Donc en créant 2 collèges, donc 2 collèges, donc deux niveaux. Pas de collège. Mais vous êtes en train de créer une jeunesse à 2 vitesses. Oui, mais ça, vous voulez faire aussi une éducation à 2 vitesses. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand vous parlez de renforcer l'apprentissage, dès le collège, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, on commence par faire le constat. Oui, mais vous voulez renforcer en gros la découverte d'autres filières technologiques, professionnelles dès le collège. Oui. On sait très bien, et d'ailleurs on a commencé l'émission sur ce constat-là, c'est qu'on est le pays où le poids social, écologique, économique, culturel est le plus déterminant dans la réussite. Et vous voulez après derrière nous parler de choix de l'élève. Aujourd'hui, l'orientation, elle se fait pas par choix, elle se fait par... On l'a subi. Et malheureusement, moi, je ne crois pas que beaucoup, et on le voit encore actuellement, parce que derrière le chiffre de 80% de bacheliers, il y a une autre réalité, c'est que sur une même génération, seulement 30% un bac général, que derrière, c'est des filières effectivement des bacs pro et bac technique. Je voudrais juste savoir une question, c'est quelle est la réalité de vos parcours à vous, si on peut vous poser la question, parce que c'est récent encore peut-être le cursus universitaire et le baccalauréat. Est-ce que vous avez connu ces difficultés? Est-ce que vous les vivez également? Justement, oui, on peut en parler. Parce que moi, évidemment, je ne veux pas qu'on dénigre les filières professionnelles ou technologiques, mais en fait, vu qu'on oblige des gens à y aller alors qu'ils n'ont pas forcément envie d'y aller, elles sont dénigrées. À un moment donné, quand on force des gens en leur disant tes notes, elles ne sont pas convenables parce que la personne peut avoir X ou X raisons de ne pas avoir des bonnes notes, y compris un parcours difficile, etc., et qu'on lui dit de toute façon, t'iras là, à un moment donné, c'est pas de l'orientation choisie, c'est de l'orientation subie. Et après, moi, à titre personnel, donc moi j'ai fait une filière générale, j'ai un bac littéraire, et en fait je ne savais pas ce que je voulais faire parce que je suis désolée, mais à 17 ans et demi ou 18 ans c'est quand même compliqué quand on n'a pas d'interlocuteur en face de soi de trouver ce qu'on a envie de faire dans la vie, et choisir comme ça à 18 balais pour toute sa vie, c'est très compliqué. Et moi on m'a dit t'as des bonnes notes en langue, t'as qu'à aller là. Et en fait je suis allée en langue et résultat j'ai foiré mon année de fac. Donc voilà, je ne suis pas sûre que ce soit ça les bonnes solutions. Mais tout va bien, vous avez atterri au mouvement jeune communiste de France. Voilà. Je ne sais pas si tout va bien. Même question au personnel peut-être pour avoir... Non mais la question de l'orientation... Vous-même, juste la précision sur votre parcours et puis je vous laisse répondre. Moi j'ai un peu le parcours inverse, c'est-à-dire que moi j'ai fait aussi un bac général ES dans le public et puis je pensais savoir ce que je voulais faire, j'étais passionné comme j'ai toujours été et du coup je voulais faire du cinéma, j'étais passionné de cinéma et je suis allé faire une école de cinéma. Et puis il s'est trouvé que... Et vous vous retrouvez chez les Républicains. Et vous voyez comme quoi... Je ne veux pas faire de lien. Il faut beaucoup de cinéma aussi. Comme quoi tout arrive. Mais non, mais j'étais passionné, j'ai aimé ça et puis je me suis réorienté à la fin de la première année parce que ça me correspondait pas, que j'ai aussi découvert autre chose. J'ai fait un cursus de droit tout à fait classique à l'université. Et je me suis, à la fin, spécialisé vraiment en MBA, en intelligence économique. Et là, pour le coup, dans le privé, pour la première fois. Mais ce que je voudrais revenir sur cette question d'orientation. Je voudrais juste savoir les deux parcours aussi d'Alexandre. Pour rebondir sur ce que vous disiez, je tiens à noter que 36%... J'y viens juste... Non, mais c'est d'abord cette question, après je vous laisse réagir. Très bien. Promis. Très bien. Moi, pour ma part, donc, j'ai étudié dans un lycée à Toulouse, un lycée privé, pardon. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de nos jours, et c'est grave, d'établissements qui sont complètement abandonnés dans notre République. Des établissements... Alexandre Loubet, et après, qu'est-ce que vous avez fait ? Répondez sur vous-même. Oui, non, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents sont contraints d'envoyer leurs enfants quand ils le peuvent. Et après, qu'avez-vous fait dans le privé. C'est un énorme sacrifice. Ensuite, mais vous allez peut-être hurler parce que c'est peut-être aussi... c'est pas honteux, dites-nous ce que vous avez fait. Je vais vous lire une démonstration. Mais je suis désolé, j'ai passé un concours pour entrer dans une grande école et à mes yeux, c'est une démonstration. Mais c'est pas une honte. Non, mais je n'en ai absolument pas honte, mais c'est une démonstration. Mais au contraire, on est tous mis à égalité. Lorsqu'on passe un concours, on est tous mis à égalité. Quels que soient les gens, on ne va pas lui reprocher quand même d'où que l'on vienne dans le territoire, une grande école. D'où que l'on vienne en matière de catégories socio-professionnelles, on est tous à égalité lorsqu'il y a de la sélection. Imen Meraoui, et vous, des élèves, on se rend compte que ça. Et vous, la question plus personnelle sur votre parcours Alors moi, je viens d'un département très très rural, la Lozère, donc où j'ai fait mon lycée privé aussi parce que c'était le choix de mes parents, famille d'immigrés qui pensaient qu'effectivement pour faire en sorte que les enfants réussissent, il fallait les mettre à tout prix dans le privé, donc j'ai plutôt bien réussi. J'ai fait des études en droit.
Mais je refuse de prendre mon cas, qui est pour moi une exception en fait, et de se dire bon, mais finalement il y en a 3-4 à qui ça arrive et que c'est bien, donc félicitations. C'est toujours et important, tout va bien. ça peut être un symbole. Oui, mais moi j'ai pas envie que ça soit des exceptions. J'aimerais que tous les élèves puissent avoir les moyens de réussir. Pas forcément de finir tous ingénieurs ou finir à l'ENA, un parcours de réussite. Que chacun fasse ce qu'il a profondément envie de faire et qu'on lui donne et qu'on donne à chacun les moyens de parvenir à ses fins, n'y parvenir par son travail, par son mérite, par son effort, mais d'y parvenir et qu'on lui donne les moyens d'y parvenir. Mais qu'il y ait aussi une main tendue, comme l'a dit Camilène, parce qu'à un moment il faut quelqu'un en face qui puisse vous orienter ou vous guider. Il y a toujours comme ça un référent, un professeur, quelqu'un qui sort du lot. Justement, moi je suis venu avec une proposition. J'ai lu avec grande attention le projet de loi de Vincent Peillon qui avait proposé d'instaurer dans les filières sélectives la prime aux meilleurs bacheliers. Donc les 10% de meilleurs bacheliers de chaque établissement, ce qui est important parce que évidemment ça retire l'aspect social de la réforme, avaient une priorité d'accès aux filières sélectives, les BTS, les DUT, etc. Eh bien, ce qui avait à l'origine dans la réforme, citoyenneté, je n'ai plus le nom projet de loi exact. égalité citoyenneté. Voilà, qui avait été remis, c'est d'appliquer ces mêmes 10% à l'université. Et là, pour le coup, on est dans un choix intéressant, parce que on ne peut pas reprocher l'absence de méritocratie, c'est pour tous les les Voilà une proposition. C'est pour tous les établissements de manière plate. Je vais vous laisser C'était dans le projet du gouvernement. C'était dans le projet du gouvernement, ça a été supprimé par les députés socialistes. Oui. Un mot, chacun et chacune d'entre vous. La jeunesse avait été au centre de la campagne, au cœur de la campagne de 2012. Est-ce que pour 2017, il faut également réenchanter la jeunesse? Vous y croyez encore, Imen Miraoui? Je pense que c'est de toute façon le gouvernement qui a fait le plus pour la priorité jeunesse. Donc on ne fait jamais assez, il faudra en faire encore plus. Donc on n'entendra jamais les jeunes socialistes dire qu'on se contentera de ça. Oui, en fait, depuis 2012, on entend justement priorité jeunesse, etc. Ça vient pas là. Donc effectivement, il y a besoin pour les jeunes que ce soit au centre, y compris c'est quand même l'avenir. Réenchanter la jeunesse, oui, mais pas que dans les paroles comme l'a fait Hollande. Et je crains qu'avec la droite, on se retrouve avec un Hollande bis. Alors, Clément Forestier. Cessons de croire que la jeunesse est la France de demain. Elle est déjà la France d'aujourd'hui. Offrons-lui des solutions pour aujourd'hui. Et la première, c'est le marché de l'emploi. En tout cas, merci pour ce débat apaisé. Donc, parole de jeunes. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas demandé si vous aviez eu des mentions au bac. Hein. Oui. Moi, j'en ai pas eu. J'ai pas honte de vous le dire. Merci à vous en tous les cas et à très bientôt. Tout de suite, c'est le journal avec Paul Bouffard. On l'a appris tout à l'heure, Nicolas Hulot ne sera pas candidat à la présidentielle de 2017. L'écologiste ne se sent ni suffisamment armé, ni suffisamment aguerri pour endosser l'habit de l'homme providentiel et présidentiel. Il l'a fait savoir en fin de journée dans un communiqué publié sur sa page Facebook. 39 propositions pour mieux lutter contre le terrorisme. Elles sont formulées par la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015 à Paris. Commission qui s'est penchée sur les décisions et réactions des autorités lors de ces attaques. On voit ça avec Faustine Saint-Geniès. Des dysfonctionnements dans les renseignements, c'est ce que met en lumière la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le terrorisme. Si les services de renseignement avaient jusqu'au bout surveillé ces individus de manière beaucoup plus stricte, nous n'aurions eu ni Ami Mour, ni Mostefai, ni Mohamed Agad. La commission présente aujourd'hui ses propositions, avec la création d'une agence nationale contre le terrorisme sur le modèle américain, ou encore la fusion des unités d'intervention d'élite, GIGN, BRI et RAID, pour mettre fin aux rivalités entre ces groupes. Le rapport préconise aussi l'unification des services territoriaux. Autre proposition, la création d'un bureau du renseignement pénitentiaire face au phénomène de radicalisation dans les prisons françaises. Une mesure déjà demandée par le sénateur Jean-Pierre Sueur dans son rapport sur la lutte contre les réseaux djihadistes. J'ai toujours demandé que ce service soit doté d'agences spécialisées dans le renseignement. Voyez-vous, on ne peut pas transformer des gardiens de prison, des surveillants pénitentiaires qui font un métier difficile, en agents de renseignement. Le rapport pointe enfin la portée limitée de l'état d'urgence et de l'opération Sentinelle sur la sécurité nationale. Et toujours à propos des attentats de novembre dernier, Mohamed Abrini, mis en cause dans ces attaques et dans celle de Bruxelles, l'individu surnommé l'homme au chapeau, il s'est livré aux enquêteurs belges. Il n'hésite pas à charger son complice Salah Abdeslam. On voit ça avec Julie Hulin. Depuis son incarcération en France, Salah Abdeslam est resté totalement silencieux.
Son comparse, Mohamed Abrini, a lui été beaucoup plus coopératif. Entendu par la police belge, l'homme impliqué dans les attentats de Paris et de Bruxelles n'hésite pas à pointer du doigt le seul survivant des commandos des attentats du 13 novembre. Selon lui, Salah Abdeslam a eu un vrai rôle de logisticien dans les attentats. Ce que je sais de Salah, c'est qu'il est allé chercher presque toutes les personnes impliquées dans les attentats de Paris et qui venaient de Syrie. Des djihadistes qu'il déposait dans des planques. Mohamed Abrini qui évoque également sa cavale pendant 5 mois après les attentats de Paris. Une période pendant laquelle, selon ses dires, il aurait pu circuler librement en Belgique. Je passais tous les jours devant les militaires, les policiers, avec une casquette. La sécurité n'empêchera jamais les attentats, elle n'existera jamais dans les faits. Pour la deuxième fois, l'article 49.3 de la Constitution est utilisé pour la loi travail. Tout à l'heure, devant les députés, Manuel Valls a une fois de plus engagé la responsabilité de son gouvernement sur ce projet de loi. Pour lui, ce texte est un texte de progrès social. On écoute le Premier ministre. Nous constatons une alliance des contraires, une alliance des conservatismes et des immobilismes. Cette alliance, c'est celle de ceux qui ne veulent rien changer et qui, au fond, se satisfont du marché du travail tel qu'il est. Et ce pays s'est trop habitué à un chômage de masse depuis 30 ans pour qu'on n'agisse plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous agissons. Le chômage baisse dans ce pays et avec ces lois, nous permettrons de donner davantage de souplesse et davantage de chance aux salariés de ce pays. Et après ce recours au 49.3, les opposants de gauche à ce texte ont jusqu'à demain 15h15 pour déposer une motion de censure. Il leur faut réunir 58 signatures de députés, sans quoi le texte sera définitivement adopté. Et pendant ce temps, dans la rue, 12e mobilisation contre cette loi. Les cortèges étaient moins fournis, les manifestants ont défilé dans le calme. Ils étaient 30 000 selon les autorités un peu partout en France. C'était la dernière journée d'action avant la coupure estivale. Philippe Martinez, patron de la CGT, souligne que les opposants restent mobilisés. On l'écoute. C'est la 12e manifestation, c'est sûrement la dernière avant l'été. Voilà. Mais la mobilisation, elle reste présente dans la rue, dans les entreprises. On vient de dépasser le million de votations qu'on a organisées. C'est un signe fort que le mécontentement il reste aussi haut qu'au début, tel que nous le disons. On va être présent dans de nombreux endroits. Il y a eu des opérations péage gratuit, il y en aura d'autres. C'est le 80e anniversaire des congés payés. On va partir en vacances sans payer l'autoroute, c'est un bon début de vacances. Les suites du Brexit maintenant, et le président de la Commission européenne s'en prend au porte-voix de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Jean-Claude Juncker a vivement fustigé tout à l'heure à Strasbourg les chefs pro-Brexit. On l'écoute. Concernant le Brexit, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais je constate seulement que les héros rayonnants du Brexit d'hier sont les tristes héros d'aujourd'hui. Ceux qui ont provoqué ce résultat en Grande-Bretagne quittent la scène les uns après les autres. Johnson, Farage, d'autres encore. Aux États-Unis, Barack Obama croit en Hillary Clinton. Lors d'un premier meeting commun, le président américain a prononcé un plaidoyer en faveur de la candidate à sa succession. Et puis notez ce soulagement pour la candidate démocrate. Elle ne sera pas poursuivie après enquête et selon le FBI, aucune poursuite ne s'impose. Hillary Clinton était inquiétée après avoir utilisé sa messagerie privée, son email, lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine. Enfin, on termine avec ces images. La sonde Juno à l'assaut de Jupiter. La sonde de la NASA s'est placée en orbite autour de la planète géante. Elle aura ainsi parcouru 2,7 milliards de kilomètres en près de 5 ans. Objectif de la mission, comprendre la composition de Jupiter pour mieux comprendre nos origines. Allez, on revient sur Terre et on passe à la revue de presse. On découvre ensemble les unes de vos quotidiens et quelques hebdos. D'abord, c'est Libération, Paul. Je te déteste, moi non plus. Déclaration. Un sondage à la une du quotidien, Sonia. 68% des Français jugent que les décisions de l'Europe sont allées dans le mauvais sens. Et puis, deuxième chiffre de ce sondage qui concerne la crise migratoire. 54% des Français pensent que l'Union a eu une politique d'accueil trop généreuse avec les migrants. Enquête qui révèle donc la défiance des Français envers l'Union. Elle a été réalisée pour Libé après le Brexit.
Brexit. Je vous ai fait rougir, j'aurais pas dû peut-être. Le Figaro à présent, Paul. 5 mois pour presque rien, Sonia. Le mot presque est entre parenthèses. Le Figaro revient sur l'ultime 49.3 de Manuel Valls sur la loi travail. Le journal qui parle d'un texte bien éloigné des ambitions initiales. À lire l'édito de Gaëtan de Capelle. Que de temps perdu, c'est son titre. Le journaliste parle de naufrage politique. Il ne sait pas si l'on doit pousser un ouf de soulagement ou de désespoir. À la une de la Croix, Avignon. Avignon-sur-le-Pont, Sonia. Nous sommes à la veille de l'ouverture du festival. C'est l'une des plus importantes manifestations internationales de spectacles vivants contemporains. Et cette année, ce sera la 70e édition. Pour l'occasion, Michel Bouquet, l'un des monstres sacrés du théâtre français, témoigne dans La Croix demain. On découvre la couverture de l'Obs cette semaine. Numéro spécial pour l'hebdo. Cette photo en noir et blanc, Michel Rocard, cigarette au bec. L'Obs consacre son numéro à l'ancien Premier ministre décédé samedi. Rocard et nous. Le magazine revient sur la centaine de tribunes et entretiens publiés en un demi-siècle par cet homme dans les colonnes du Nouvel Observateur à l'époque. Focus également sur l'héritage Rocard. Qu'est-ce que le rocardisme, s'interroge le journal. Et puis à lire, page 65, Valls, Macron, la guerre de succession après cette disparition. Merci beaucoup, Paul. À demain. Avec plaisir. On arrive à la fin de cette émission et comme tous les mardis, à suivre, eh bien, ce sont les moments choisis de Preuve par 3. L'invité ce soir, c'est le secrétaire d'État Thierry Mandon. À demain donc, 22h pour aller plus loin. En attendant, douce et belle soirée en notre compagnie.